La présente vidéo va démontrer effectivement qu'il y a une élite, que j'appelle une élite Illuminati, qui n'a qu'un seul but, c'est de s'approprier le savoir de l'histoire de l'humanité, et de servir à l'homme le mensonge du darwinisme. Ça va être le premier volet. Le deuxième volet, c'est de dire que la science actuelle est purement satanique, ce qui est tout à fait normal, puisqu'elle est entre les mains de la franc-maçonnerie, et de voir donc quels sont les mensonges que l'on sert à l'humanité pour la couper de son créateur. Le troisième volet, ce sera le dernier, c'est d'expliquer que la Terre n'a pas 4 milliards d'années, ou 4 milliards et demi, comme on le prétend à l'heure actuelle, ce qui est complètement une mode, mais plutôt 6000 ans, voire un peu plus, comme le prétend la Bible et comme l'affirmaient déjà les scientifiques jusqu'à la Révolution française. Pour démontrer, encore une fois, que le darwinisme ne peut pas être concentré seulement sur le chaînon manquant, mais qu'effectivement c'est un mensonge qui a transpiré dans d'autres cadres de la science. Donc, pour expliquer que une minorité donc, de personnes, que j'appelle les Illuminati, la supramaçonnerie, maîtrise ou s'intéresse à l'histoire de l'humanité sans en faire profiter le reste donc, de la population, il y a par exemple plusieurs exemples. Le cas que je trouve le plus intéressant, c'est celui du père Crespi, qui est un père missionnaire dans les années 60, père missionnaire italien, qui a vécu donc en Équateur. Ce n'est pas n'importe qui, puisque dans les années après sa mort, dans les années 2010, il a bougé et même l'Équateur lui a sorti un timbre à son effigie. Alors, qui est le père Crespi? Le père Crespi est un prêtre donc, qui a eu la connaissance de grandes galeries donc en Équateur, de galeries qui ont été faites par les Incas. Et dans ces galeries, il trouve des plaques en or, représentant des dinosaures, représentant des Indiens en train de scruter le ciel, avec des longues vues, ou encore des Indiens pratiquant des opérations de cerveau. On va dire, ça va tout à fait à l'encontre du darwinisme, puisque ça explique très clairement que l'homme du début de la création était très évolué, voire même peut-être plus évolué que l'homme actuel. C'est ce que pense Frédéric Soddy, qui a été prix Nobel de chimie en 1921, qui parle de l'Atlantide et qui affirme que les hommes de l'Atlantide auraient dépassé le savoir de l'homme d'aujourd'hui, l'homme contemporain. Ce qui est tout à fait aussi intéressant, c'est que dans le cas donc, du père Crespi, c'est que lorsqu'il a entreposé ses trouvailles, tout à fait, qui allaient en contresens de la science dans son église, tout à fait par hasard, il y a eu un incendie et ces plaques ont été volées. Pour le reste, ce qui a complètement fini de perdre sa collection. On expliquait bien entendu, on l'explique encore, que cette collection est complètement fausse. Et elle est tellement fausse d'ailleurs que nous sommes dans les années 60, dans la fin des années 60, en 69, il y a un homme qui s'appelle Moritz qui va conduire une expédition donc, sur les mêmes lieux, les mêmes tunnels que le père Crespi. Et au début, il est soutenu par le président équatorien, et ensuite, il est complètement lâché. Et donc, il n'a plus de finances, il n'a plus de nourriture, et il doit arrêter son expédition. Ce qui est tout à fait étrange, c'est que dans les années 70, cette expédition est poursuivie en secret par l'armée américaine et l'armée équatorienne. Donc je répète bien, dans un sens, nous on nous explique que c'est faux, ce sont des visions de l'esprit, et quelques années après, c'est très officiel mais très secret, c'est-à-dire qu'on envoie l'armée américaine et l'armée équatorienne avec deux personnes qui sont là pour diriger l'expédition, qui sera l'expédition spéléologique la plus coûteuse et la plus longue de l'histoire. On envoie le docteur Stan Hall, qui est un ingénieur écossais passionné par l'Atlantide, et ensuite il est secondé par le fameux Armstrong qui aurait été sur la Lune. En recherchant bien, ce qui est tout à fait intéressant, c'est que ce fameux Armstrong appartient au Bohemian Club.
comme l'écrit l'écrivain catholique allemand Frank Ilse. Donc on voit bien qu'il appartient au sérail, et on voit très bien qu'il y a deux sciences, la science darwiniste qui nous sert à nous rabattre les oreilles avec des mensonges, et puis une autre science qui est complètement maîtrisée par une élite. Nous avons aussi le cas en Cappadoce, en Turquie, avec Derinkuyu, qui est la plus grande cité souterraine, qui a été construite 1500 ans avant Jésus-Christ. Et on pense qu'elle a été habitée jusqu'au 8e siècle après Jésus-Christ. Elle a été découverte en 1963, et nous ne trouvons aucune trace de qui que ce soit, alors qu'elle a été habitée pendant plus de 2000 ans, ce qui est complètement incroyable, comme si quelqu'un était passé et avait étudié ce lieu tout à fait intéressant, sans nous donner aucune explication, sans nous faire profiter de cette étude. En tout cas, il n'y a aucune trace, c'est complètement incroyable pour un lieu qui est la plus grande cité souterraine, qui a été découverte donc en 63, qui a été habitée pendant plus de 2000 ans. Elle fait 4 km² de profondeur, elle va jusqu'à 80 mètres de profondeur, et les scientifiques qui l'ont étudiée à l'heure actuelle sont complètement bluffés par le système d'aération qui est très complexe. Donc ça démontre bien encore une fois que l'homme qui a construit ça avait des connaissances très pointues. Nous voyons ceci aussi à Malte, avec l'hypogée de Al-Salfieni, qui a été découverte en 1902 par un prêtre qui s'appelle Manuel Magritte, décédé en 1907, dont il est impossible effectivement de connaître la cause du décès. Ça ressemble un peu avec les grottes de Lascaux, qui ont été étudiées par le père Glory, qui très certainement ne partageait pas les points de vue évolutionnistes et darwinistes. Et il a eu un accident de voiture en 1960, dans les années 60. Il en a eu un second, juste après son rétablissement. Et il en est mort. Et juste après son décès, donc à peine enterré, dirais-je, on a cambriolé sa maison et on a pris ses recherches. D'ailleurs, le père Glory remarquait que les spéléologues qui étaient là, ou les archéologues, ne prenaient même pas la peine de sortir de la grotte pour uriner. C'est dire l'intérêt que l'on prêtait à cette grotte, qui représente des dessins complètement incroyables. Comme le dit le préhistorien Jean Clotte, 5% des dessins de l'art pariétal ne pourraient pas être reproduits à l'heure actuelle, tellement ils sont parfaits dans des formes de perspective, de vitesse et autres. C'est encore pour dire effectivement que l'homme de la préhistoire n'est pas celui que l'on nous présente, et c'est ce que confirment aussi deux écrivains qui ont sorti un très bon livre qui s'appelle La plus vieille énigme de l'humanité. Il s'agit de Bertrand David et Jean-Jacques Lefrère. Jean-Jacques Lefrère est un historien, et il explique que tous les dessins qui sont dans les grottes, aucun ne sont à l'entrée des grottes, mais dans des lieux complètement inaccessibles et obscurs. C'est quand même curieux pour des auteurs, effectivement. Il y a des hommes préhistoriques qu'on représentait comme des abrutis. Ça va à contresens, et on pourrait parler aussi d'Emilia Masson, qui, dans les années 90, est allée dans la vallée des merveilles à Nice, et qui découvre effectivement un visage qui a été taillé dans la roche. Nous voyons bien effectivement, encore une fois, de par ces exemples, que l'homme du début de la création était un homme qui était supérieurement intelligent, ou au moins très intelligent, et qui ne ressemblait pas du tout à l'homme des cavernes, qui est un mensonge effectivement évolutionniste et darwiniste. Donc pourquoi, si nous remarquons toutes ces choses-là, démontrant que l'homme de la création est un homme intelligent, pourquoi donc cette élite sataniste, cette élite Illuminati, continue-t-elle à affirmer que nous descendons effectivement du singe, entre autres stupidités? La raison en est simple, c'est qu'il faut complètement arracher l'homme, la créature du créateur. Donc il faut que l'homme actuel soit un homme sans Dieu, ce qu'explique très bien Aleister Crowley, qui sacrifiait plus de 150 enfants par an, ce qu'il écrit dans Theory
Magic in Theory and Practice, qui est d'ailleurs un 33e grade de franc-maçonnerie, comme par hasard. Crowley dit que notre moyen est la science, notre but est la religion. C'est-à-dire qu'avec une fausse science, il s'agit effectivement de bien couper l'homme de son créateur. Et nous le voyons avec un exemple encore tout à fait clair. En 2003, on envoie une sonde qui est chargée de montrer qu'il y a de la vie sur Mars. Et nous sommes en 2003, et cette sonde, comme par hasard, doit atterrir sur Mars un 25 décembre 2003 très précisément. Et comme par hasard, le nom de cette sonde, c'est Beagle 2. Beagle étant le nom du bateau qui a mené Darwin sur les îles Galapagos. Donc on voit que rien n'est le fait du hasard. Et nous pourrions aussi continuer avec le cas de la Chine. On a introduit par exemple le darwinisme en Chine dans les années 1870. On l'a traduit en chinois en 1920. Tout simplement pourquoi? Parce qu'il a fallu éduquer l'esprit des Chinois au darwinisme avant d'implanter par la suite le communisme. C'est-à-dire qu'on n'aurait pas pu implanter le communisme sans l'acceptation du darwinisme. Ce que démontre tout à fait Marx dans une lettre qu'il envoie à Friedrich Engels le 18 décembre 1860, où il explique que Darwin servira, la théorie de Darwin servira donc les théories du communisme. Je tiens à préciser que le nom de Marx, le premier, c'est Mardokhai, et qu'il appartenait à une secte illuminatique qui s'appelait la secte des hommes justes, enfin la secte, le cercle des hommes justes, qui était une secte illuminati. Donc on voit véritablement des satanistes qui s'intéressent à Darwin. On voit aussi les mensonges que propage le darwinisme, qui sont très clairs sur les chaînons manquants. Tous les chaînons manquants qui ont été trouvés sont des affabulations, c'est-à-dire l'homme de Java, qui a été découvert, enfin qui a été inventé et qui a été disposé au musée de Leiden, aux Pays-Bas, a été inventé par un certain Eugène Dubois. Et cet Eugène Dubois, donc, qui est mort en 1940 par là, avouera sur son lit de mort qu'il avait fait un faux. On a quand même conservé l'homme de Java, on l'a descendu dans les caves du musée de Leiden, comme s'il s'agissait de respecter un peu cette fabrication. En tout cas, ce n'est pas le seul, puisqu'il y a l'homme de Nebraska, il y a l'homme de Piltdown. L'homme de Piltdown est tout à fait intéressant parce que c'était au British Museum, c'est ce même musée qui avait la charge d'authentifier le linceul de Turin. En fait, donc on se rend compte que l'homme de Piltdown, ils ont mis 40 ans à le sortir de leur présentoir. Et quand on a expertisé ce crâne, on s'est rendu compte qu'il y avait un mélange de dents de singe avec une mâchoire d'homme. Et il était tellement faux qu'il y avait des traces digitales des faussaires à l'intérieur du crâne. On pourrait parler aussi du professeur Ernst Haeckel, qui a représenté l'embryon humain comme étant le même que l'embryon du porc ou de la salamandre. Il a reconnu que les dessins qu'il avait faits, Ernst Haeckel décédé en 1919 à Iéna, pour montrer un cadre, on va dire, temporel, et il a reconnu effectivement le mensonge, ce qui n'empêche pas, jusqu'à l'heure actuelle, 100 ans quasiment après sa mort, après qu'il ait reconnu ce mensonge, on enseigne encore sa théorie complètement fausse. Donc il s'agit encore une fois, de démontrer que même quand les théories sont démontrées par leur instigateur, ou comme des théories fausses, on continue à les enseigner, ce qui est une absurdité. Autre absurdité, on le voit à l'heure actuelle avec la sonde Rosetta, qui doit étudier la comète Churyumov. Et les scientifiques, les astronomes nous expliquent qu'effectivement, il s'agit de prouver qu'il y a de l'eau sur les comètes. Or, il se garde bien de nous parler d'une autre expédition qui a été faite par la NASA. C'était le 7 février 1999. C'était le projet Stardust, où une comète a été étudiée. Et le responsable de la NASA, qui s'appelle le professeur Michael Zolensky, explique que la NASA a reçu une gifle, tout simplement parce que cette comète a prouvé qu'il n'y avait absolument pas d'eau et de glace sur la comète
étudié. Donc on va dire, s'il n'y avait pas d'eau sur cette comète, c'est pareil pour les autres. C'est-à-dire qu'il explique qu'ils n'ont trouvé que de l'olivine et pas de serpentine. L'olivine étant une roche qui se transforme en serpentine lorsqu'elle est au contact de l'eau. Et à l'heure actuelle, on nous sert encore la même chose. Y a-t-il de l'eau sur une comète, pour pouvoir expliquer dans une notion darwiniste que la vie serait le fruit du hasard et non pas un dessein précis d'un créateur. Donc pour être bien hermétique, c'est le troisième volet, et le dernier, pour être bien hermétique à tous ces mensonges de la science, il faut que l'homme contemporain, l'homme d'aujourd'hui, soit bien conscient que la Terre n'a pas des milliards d'années, mais elle a 6 000 ans ou 10 000 ans maximum, comme le prétend la Bible et les observations de certains professeurs. Donc j'en prends quelques-uns. Il s'agit par exemple du docteur Harold Schlecher qui trouve que sur la Lune, c'est-à-dire que évolutionnistes et créationnistes sont d'accord pour dire que la Lune a le même âge que la Terre, et il y a par exemple un dépôt de poussière interplanétaire sur la Lune qui est de l'ordre de 14 milliards de tonnes par an. Et si la Lune avait des milliards d'années, ou 4 milliards d'années, il y aurait plus de 300 mètres de poussière sur la Lune. Or, il n'y en a que 4 cm, voire 7 cm par endroit. Le docteur Harold Schlecher explique que le diamètre du Soleil diminue de 1,5 mètre par heure. Et à cette cadence, si l'univers a des milliards d'années, il y aurait déjà bien longtemps que la surface du Soleil aurait touché celle de la Terre. C'est-à-dire en quelques millions d'années, les deux surfaces se seraient rencontrées. Il y a aussi le docteur Melvin Cook qui explique que notre atmosphère terrestre ne comporte pas assez d'hélium. C'est-à-dire que l'hélium est un gaz rare qui est produit avec des vents solaires, entre autres, et cet hélium est trop rare pour que la Terre ait plusieurs milliards d'années. Il parle même, selon les quantités, d'un âge de la Terre qui irait de 6 000, 7 000 ans. Il y a aussi le docteur Russell Humphreys qui... oui, pour le docteur Melvin, ce que j'ai oublié de préciser, c'est qu'il a été proposé pour un prix Nobel de physique. Donc on voit que ce n'est pas le premier. Pour le docteur Russell Humphreys, il parle aussi de la vase et du sel qui n'est pas en assez grande quantité dans les mers pour dire que la Terre a des milliards d'années. Et il explique aussi cela par les comètes, c'est-à-dire qu'une comète, pour qu'elle puisse se déplacer, il faut qu'elle ait un petit noyau. Et c'est fort inquiétant, on va dire, pour les scientifiques darwinistes ou évolutionnistes, parce qu'ils veulent expliquer que ces comètes ont des milliards d'années et qu'elles sont, en quelque sorte, entre guillemets, les dinosaures, les témoins de notre univers. Et si elles ont des petits noyaux, ils sont obligés effectivement de trouver une astuce pour dire que ce petit noyau se régénère. Et donc, il y a plusieurs années, il disait qu'il y avait une ceinture d'Oort, 2ORT, qui servait en quelque sorte de station d'essence pour les comètes où elles se régénéraient. Manque de chance, quand on a inspecté ces coins très lointains de l'univers, de notre système solaire plus précisément, on s'est rendu compte que cette ceinture d'Oort n'existait absolument pas. Donc on voit bien que les comètes, une fois de plus, on leur fait dire n'importe quoi, et qu'il s'agit d'objets, je dirais, qui appartiennent à notre système solaire, qui sont extrêmement jeunes, comme notre système solaire, puisque notre système solaire, donc, comme la Terre, a 6 000, voire 10 000 ans au grand maximum. Et puis, le docteur Marie Schweitzer, qui a trouvé la viande putride de dinosaures aux États-Unis, démontre là aussi que les dinosaures n'ont pas existé il y a 60, 65, 70 millions d'années, mais ils ont été certainement contemporains des hommes, ce que démontre aussi la Bible avec le passage de Job 40-15, où Job voit un béhémoth qui
dont les caractéristiques correspondent bien à un dinosaure, puisque le mot dinosaure apparaît après 1850. Et cette notion de terre jeune, qui a 6000 ans, est aussi défendue par le docteur Kent Hovind, qui a complètement ridiculisé devant les télévisions américaines le darwiniste Dawkins, certainement franc-maçon bien sûr aussi. Et Kent Hovind est à l'heure actuelle en prison pour une peine de 7 ans. Il devrait sortir en 2015, puisqu'on l'a accusé de blanchiment d'argent alors qu'il avait des salaires très maigres. Donc quand on regarde les scientifiques, que ce soit le docteur Schleicher, Melvin Cook ou Humphreys, on voit que cette notion de terre extrêmement jeune, qui correspond aussi à cette vision des scientifiques jusqu'à la Révolution française, est une notion qui est défendue et qui est expliquée avec des arguments qui sont tout à fait pertinents, puisque j'en ai pris que quelques-uns. Et ces arguments, effectivement, cette notion nous permet d'être complètement étanche aux mensonges qu'on nous sert constamment sur la science pour éloigner la création, ou du moins la créature du créateur, pour faire de la créature, effectivement, seulement un être matériel et non pas spirituel.